1957, traités européens. Le traité de l'atome, mais surtout le traité de l'acier et du charbon, et puis ce que l'on a appelé à l'époque le marché commun. Aujourd'hui, c'est l'Europe de 27. C'est une Europe qui est construite comme un passeport pour la paix. C'est une Europe qui est conçue comme un espace commercial réglementé. C'est aussi une Europe qui est envisagée comme étant une enceinte sur les valeurs démocratiques. Mais c'est une construction aussi administrative et assez réfrigérante pour les citoyens européens que nous sommes. Est-il possible de la faire mieux? Est-il possible de la faire autrement? Telle est la question que nous allons poser à deux personnalités que je vais vous demander d'accueillir avec moi. La députée européenne Stéphanie Yoncourtin et Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris. Merci beaucoup de bien vouloir venir prendre place. C'est vous qui avez le choix. C'est vous qui avez le choix. Tabouret haut ou table basse? C'est vous. Je vous en prie. Je vous en prie, madame. Monsieur Ancel, vous avez le micro qui est juste là? Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai oublié de dire, monsieur Ancel, vous êtes également fondateur et animateur des rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer, juste à côté, premier événement de géopolitique en France, il fallait quand même le dire. On a tellement à dire sur l'Europe qu'il vaut mieux commencer par ce qui va bien. Madame Yoncourtin, je vous sens des ailes d'avocate. Qu'est-ce qui va bien en Europe? De votre point de vue, je parle très sérieusement, qu'est-ce qui va bien? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Effectivement, c'est en tant que députée européenne que j'interviendrai ce soir, et puis effectivement avec ma casquette d'avocate et de normande. Le mieux est peut-être l'ennemi du bien. Vous avez parlé d'Europe. Alors, il y a souvent un abus de langage quand on parle d'Europe. Moi, je préférerais parler d'Union européenne à 27, puisque quand on parle d'Europe, c'est plutôt ce grand continent, cet espace géographique. L'Union européenne des 27, c'est effectivement, et vous avez rappelé la genèse, c'est cette décision, cette volonté de 27 États souverains de s'unir pour être plus forts en transférant certaines compétences. Et à l'heure où s'achève notre mandat qui a commencé en 2019, vraiment, l'Europe s'est construite à pas de géant. La mue européenne est extraordinaire, notamment sur le plan économique. Jean Monnet disait l'Europe, l'Union européenne, se fera uniquement dans les crises, et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Alors je crois qu'en termes de crise, depuis 2019, on est servi, et je crois qu'en termes de solutions, on a ce qu'il faut aussi. À nous de voir si elles sont bonnes ou pas. On y va dans le concret, allez-y. Alors on y va dans le concret. Solution. Alors les crises et les solutions. Les crises, le Brexit, ça a été une crise. Le Covid, la guerre en Ukraine, les conflits, Arménie, Azerbaïdjan, on en parle peu, mais ça continue. Hamas, Israël, et d'autres encore en germe et à venir, malheureusement. Et donc, ces crises, si je prends d'abord le Brexit, souvenez-vous, quelques années auparavant, on prédisait l'éclatement de l'Europe. Ça a été un crash test, le Brexit, un crash test grandeur nature de la solidité de l'Union. On prédisait un éclatement, souvenez-vous même qu'en France, certains appelaient au Frexit. On ne les entend plus beaucoup. Parce qu'on voit bien que, quelques années après, les sondages nous disent d'ailleurs que près de 70% de Britanniques voudraient revoter. La situation est catastrophique et elle a été compliquée pour nos entreprises. Moi, en tant que députée européenne, je suis également en charge de la gestion du Brexit à travers la politique de la pêche. Et je peux vous dire que, compte tenu de notre proximité, la Normandie avec le Royaume-Uni, c'est encore très compliqué sur l'aspect licence. Mais on peut dire que, malgré tout, ce Brexit nous a permis cette bonne nouvelle qui est de tester cette solidité de l'Union. Le Covid. Le Covid est arrivé peu de temps après 2020, personne s'y attendait, pandémie mondiale. L'Union européenne, taxée de très bureaucratique, de très lente, on n'y comprend rien, c'est abscon, c'est assez vrai parfois, souvent, a réagi dans des délais extraordinaires, de façon extraordinaire, avec un plan... La santé n'est pas dans ses compétences, et c'est vrai que là, elles ont agi de commun. Avec cet endettement en commun, c'était historique, ce plan de relance européen de plus de 750 milliards d'euros
à la fois inédit par son montant, mais également par son financement. C'est la première fois que la Commission européenne va sur les marchés de capitaux pour aller emprunter et redistribuer aux États ensuite pour essayer de réparer les ravages du Covid, ravages économiques, ravages sociaux. Et terminez là-dessus. Et donc, ce Covid, ça a été l'occasion aussi de réveiller, de booster quelque part les transitions numériques et écologiques qui étaient en germe. On en parlait, ça semblait loin, ça semblait compliqué, transition, long terme, et puis finalement, le Covid a révélé quoi? Notre extrême dépendance à de nombreux produits, le paracétamol. Le Covid nous a permis, malgré tout, de continuer à peut-être travailler et vivre, mais pendant le confinement, qui n'a pas dû multiplier son usage numérique, personnel, professionnel, qui n'est pas allé acheter dans ce grand supermarché mondial numérique qu'est Amazon? Je crois qu'on a tous fait cette amère expérience qui a montré, et là encore sont les analyses qui en parlent, les analyses économiques, que les grands gagnants du Covid sont les GAFAM. Et ces crises, l'Ukraine, ont multiplié, ce sont des sujets sur lesquels moi je travaille beaucoup, ont multiplié la haine en ligne, la désinformation, les ingérences. Figurez-vous que pour vous, chefs d'entreprise qui, parmi nombreux d'entre vous, avez connu cette difficulté des cyberattaques, la guerre en Ukraine a entraîné une augmentation de 140% de cyberattaques, et les entreprises ne sont pas les seules à être touchées, puisque la région Normandie a été touchée récemment. Et donc on le voit, face à ça, on a réagi. Sur le numérique, on a adopté, sous présidence française de l'Union européenne en 2022, 2 règlements historiques, pour ne pas dire hystériques pour certains, mais historiques. Historiques pourquoi? Parce que pour la première fois, les GAFAM, les géants, les plateformes, les places de marché ont des responsabilités. Tout ce qui est interdit hors ligne dans la vie réelle, désormais l'est en ligne. C'est l'acte sur les services numériques, d'une part, qui va désormais nous apporter un espace informationnel plus sûr, en obligeant les plateformes, Elon Musk, à modérer, contrôler ces contenus, voire retirer ces contenus. Un premier travail a été fait avant-hier de modération, et c'est pour cette poignée de géants GAFAM, l'acte sur les marchés numériques, l'obligation désormais de se concurrencer par les mérites, en ayant des interdictions et des obligations pour permettre aux petites entreprises de pénétrer ces marchés et nous, consommateurs, d'acheter au meilleur prix avec des meilleurs services. Merci beaucoup pour ce premier élan. Monsieur Ancel, vous avez entendu, je ne vous demande pas de contredire, pas du tout, ce n'est pas l'objet. En revanche, avez-vous des nuances à apporter et aussi peut-être des accords à donner? Un accord, simplement, dire écoutez, là-dessus je suis d'accord, etc. Voyons d'abord sur ce qui est ici défendu comme positif. Je vous écoute. Je suis, pardon pour le débat, je suis d'accord avec tout, sachant que tout cela correspond à un phénoménal bouclier. En fait, c'est une très grande réussite. Je pense que Schuman et les autres, peut-être Monet, auquel vous avez fait à juste titre référence, n'auraient pas imaginé un tel succès à partir du traité de Rome de 1957. Au fond, tout ce qui relève du normatif, de l'économique, du financier, de l'administratif, de l'énergétique finalement, au regard de la crise, de la crise ukrainienne, où on s'est très rapidement débrouillé aussi, ça marche bien. Maintenant, moi, je suis géopolitologue, alors je vais vous dire la chose suivante. La dimension économique, au sens large du terme, la dimension économique, la dimension culturelle, le soft power, la dimension normative, est l'un des 2 éléments constitutifs de la puissance. L'un des 2. Si nous souhaitons, nous autres Européens, continuer à jouer entre guillemets, dans la cour des grands. Quand je dis jouer, c'est-à-dire défendre nos intérêts, défendre nos valeurs. Moi, je pense que quand on défend ses valeurs, on se défend ses intérêts. Donc, il faut défendre la démocratie de manière extraordinairement claire et assumée, parce que sinon, de toute façon, on y perdra, et on y perdra à tous les niveaux. Parenthèse fermée. Si on veut donc continuer à peser, il faut incarner à terme
une puissance globale. Or, la puissance globale, c'est tout ce qui a été dit de manière tout à fait juste et remarquable, et objectivement, ça fonctionne d'autant mieux que la crise du Brexit a permis de démontrer qu'au fond, les Européens tenaient, effectivement, y compris d'ailleurs les très anglophiles, comme par exemple les Pays-Bas, dont on se demandait dans quelle mesure ils n'allaient pas flancher. Ils n'ont pas flanché du tout, les Danois non plus, etc. Donc ça marche. D'ailleurs, l'exemplarité européenne continue d'exister, puisque d'autres États ont envie de taper à la porte. Alors c'est vrai, notamment des Balkans, c'est vrai bien évidemment de l'Ukraine. Ce ne sera pas forcément faux de l'Islande et d'autres pays par la suite, voire des pays du Caucase. On y reviendrait. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, on continue d'attirer. C'est quand même intéressant, ça. C'est le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Hein. Donc c'est un marqueur très intéressant. Mais attention, si nous ne restons donc qu'un acteur économiquement, normativement puissant, sans nous doter d'une épée, je vous rassure tout de suite, hein, je ne suis pas un bout de feu, l'épée n'est pas nécessairement mécaniquement destinée à être utilisée. En revanche, elle est destinée à être montrée à ceux qui, malencontreusement, auraient la volonté anthropophage de croquer certains de leurs partenaires humains, de leurs partenaires étatiques, y compris au sein de l'Union européenne. Il s'agit d'aller au-delà de ce qui a été fait, de ne pas s'arrêter au milieu du gué et de constituer, et le mot, je vais lâcher enfin le mot, une puissance politique. Pas seulement économique. Alors je ne dis pas qu'elle ne l'est pas. C'est une puissance dorénavant politique au regard de la phénoménale réussite de ce plan de relance. Alors vraiment, je veux dire que, vous savez, il ne faut pas confondre le quantitatif et le qualitatif, mais à partir de 750 milliards d'euros dont je parle sous votre contrôle, pratiquement la moitié en termes d'endettement, sachant même qu'il a fallu que la France pèse de tout son poids, et elle y est parvenue pour convaincre une Allemagne sans laquelle, de toute façon, il n'y avait pas de possibilité parce que les fameux frugaux du Nord ne voulaient pas emprunter. Je veux dire que là, c'est vraiment un tour de force. À partir d'un certain niveau quantitatif, en fait, on bascule dans le qualitatif. Ce qu'on a fait avec ce plan de relance, c'est parfaitement remarquable. Mais je conclus d'un mot là-dessus. La puissance globale, c'est aussi donc la puissance politique. Et qui dit puissance politique, dit puissance stratégique et militaire. Et là, alors non seulement on n'y est pas, alors tout prend du temps, hein, tout prend du temps, sauf que je pense qu'on n'aura pas des siècles devant nous, comme il a fallu pour un pays comme la France, plusieurs siècles pour se doter d'une conscience nationale, et l'État français ayant créé la nation, comme vous le savez. On les a pas. On ne les a pas parce que les crises s'accumulent, elles sont de plus en plus graves, en tout cas pour ce qui concerne l'Union européenne, et vraiment pour conclure là-dessus, la prochaine est certainement climato-démographique, je dis la prochaine, elle est déjà là, et va concerner le Sahel, c'est-à-dire nous, ici, hein, enfin la France, ici, la Normandie peut-être pas tout de suite, mais et encore, mais va concerner le sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne. Et il faut, me semble-t-il, aller très vite et très fort aussi dans la dimension politique. Merci beaucoup pour deux raisons. Merci d'abord pour votre passion. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on aurait pu croire quand même qu'on était au pays du carton. Pas du tout. On est au pays de la passion et de l'intelligence. Merci. Deuxième raison, c'est que vous êtes d'accord sur l'essentiel. Maintenant, madame, j'aimerais vous entendre sur le deuxième point. Bravo, je résume, bravo pour toute la partie économique et administrative. Il nous manque le deuxième pied de notre puissance, la puissance politique et militaire. À votre avis, de ce point de vue, y a-t-il une volonté? Commençons par ça. Vous qui êtes vraiment dans le cœur de la machine. D'abord, alors quand vous dites bravo, moi je pense que pour marcher, il faut deux jambes, normalement. Et la première jambe de la régulation, s'agissant de l'économie, des textes posés, je pourrais aussi revenir sur l'écologie. On a parlé tout à l'heure beaucoup d'innovation, de rupture technologique. Et donc tous ces investissements dont je parlais tout à l'heure sont nécessaires pour cette transition écologique dont on veut faire l'Union européenne, la puissance verte. Et donc, première chose, la régulation. La deuxième chose, c'est la mise en œuvre. L'appropriation. Et c'est important, je le dis aussi parce qu'on est avec des chefs d'entreprise, l'accompagnement. Comment on accompagne les entreprises dans ces ruptures, dans ces transitions. Et je viendrai après à votre deuxième question, mais ça c'est une formidable arme. Les autres régions du monde n'ont pas pu le faire, et croyez-moi, les États-Unis, notamment sur la régulation des GAFAM, nous regardent vraiment de façon très intéressante et intéressée et curieuse en se disant ils ont réussi à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire, ils n'y parviennent pas à s'entendre sur cette régulation globale. Et donc ça, c'est important, et c'est vraiment comment on arrive à accompagner les entreprises, donc à travers ces soutiens actifs à l'industrie, notamment verte, et puis également les plus vulnérables. Faire en sorte qu'on ait un consentement
des citoyens à l'Europe, puisque tout à l'heure, vous parliez de passion. C'est vrai qu'en général, et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir parler d'Europe de façon positive, la plupart du temps, l'Europe est un bouc émissaire. Mais vous avez parlé exactement, Frédéric, de bouclier, parce que l'heure n'est plus à parler d'Europe bouc émissaire, puisque face aux conflits multiples qui sont devant nous, et on le voit, qu'ils soient effectivement des conflits militaires, conflits écologiques ou d'autres, eh bien, l'Europe est la seule solution. S'agissant de la politique, je crois que l'économie est déjà une forme de politique et de stratégie. Certes, l'Europe est véritablement un géant économique et un nain géopolitique avec un embryon de volonté militaire et de défense qu'on a du mal, pour avoir été dans un des dossiers justement d'achat en commun de matériel de défense. Ça a été extrêmement compliqué, je vous rejoins tout à fait. Il y a un atlantisme formidable qu'il faut saluer, mais nous savons qu'en 2024, il y a de nouvelles élections aux États-Unis et qu'on n'aura probablement pas forcément des alliés. Et je crois que l'Europe, par rapport à ça, est encore un peu naïve, même si, en parlant de politique, on a une politique de défense commerciale qu'on a énormément musclée, avec des textes que nous venons d'adopter sur la coercition économique, sur les subventions étrangères qui sont désormais passées au tamis, filtrées, étudiées, pour faire en sorte que, désormais, tous les investissements étrangers puissent faire l'objet d'une concurrence loyale avec nos entreprises, et que nos entreprises ne se sentent plus les dindons de la farce, finalement. J'ai 1000 questions encore à vous poser, je vais vous en poser 4. Et j'aimerais que sur les 3 premières, vous puissiez répondre de façon assez concise, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. La première, c'est inventorions les chantiers d'aujourd'hui et de demain. Premier chantier, la migration, l'immigration. Dites-moi là-dessus, sur ce point-là, que doit faire l'Europe, Madame Yocourtin? Déjà, les États membres là sont en train de travailler ensemble. Il y a eu des premiers pourparlers avec des engagements auprès notamment de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie, pour en faire des États adhérents prioritaires. Et d'autres frappent à la porte. Donc on est à une dizaine à peu près d'États maintenant qui disent « mais nous aussi on veut entrer », notamment les Balkans. Et la difficulté, c'est qu'une adhésion dans l'Union européenne, c'est un respect de droits, de devoirs, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, avec un peu plus de 30 chapitres sectoriels, thématiques, qu'il faut travailler, notamment la problématique de la corruption, qui est un gros sujet avec l'Ukraine. Voilà. Je voulais aussi revenir sur un seul point rapide, s'agissant de la politique. Certes, je suis d'accord, là, on n'a pas encore cet aspect de politique militaire, de défense développé. En revanche, on a adopté, fait assez extraordinaire, là on est sur le 12e paquet de sanctions contre la Russie, parce que c'est un sujet que je suis également, et donc ça c'est aussi une arme de dissuasion, certes pas aussi nette que d'avoir développé des chars ou d'avoir des investissements concrets en matière militaire, mais c'est déjà aussi un premier pas. Monsieur Ancel, même question. Nous avons en Europe besoin de bras. Enfin, c'est une évidence professionnelle, entrepreneuriale, économique. On va manquer, et on manque déjà de bras. Le taux de fécondité, il est trop faible si on veut continuer à conserver notre niveau de vie général. Maintenant, le Canada et le Danemark ne sont pas dotés de régimes qu'on qualifie fréquemment de fascistes. Je crois, je parle sous votre contrôle. Canada, Danemark. Ce sont des États qui assument parfaitement leur immigration choisie. Voilà. Non, c'est une idée comme ça que je lance. Elle n'est pas très nouvelle, Canada, Danemark. Moi, je pense que nous devons absolument aller vers plus de souveraineté, vers plus de contrôle frontière, mais ça, à la limite, c'est un problème plutôt technique qu'autre chose, et vers plus d'orientation en faveur d'une immigration que nous aurons réellement choisie en fonction des nécessités professionnelles. Je vous rassure, ce n'est pas en fonction des tribus, des clans, de la couleur de la peau. Donc, ce n'est pas mon genre. Mais nous avons besoin, de toute façon, de cette immigration, et ce n'est pas tout. Nous avons besoin, surtout, de limiter des
des vagues migratoires qui vont de toute façon parvenir du Sahel. Alors comment on le fait? Parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ça concernerait des dizaines de millions de personnes. Et là, on ne pourrait pas les intégrer. Il s'agit de contribuer à les fixer sur place. Il y a un projet de ceinture verte qui a été établi il y a quelques années. Le problème, c'est que c'était avant le 24 février 2022. Donc aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué à cause de la crise ukrainienne et de la volonté, de notre promesse, à laquelle je suis favorable, d'intégrer à terme l'Ukraine dans l'Union européenne. On ne peut pas tout faire. Donc le Sahel, ça va être plus compliqué, peut-être plus lent, peut-être plus long. Mais on a intérêt à se préoccuper de ça aussi en tant qu'Européens, parce que sinon, on aura affaire réellement à une menace de type existentiel. Et pour ce qui concerne les clivages, je vois, alors sur le plan politique, sur le plan de la construction, de la poursuite de la construction européenne, je vois deux clivages qui me laissent quand même assez circonspect, qui sont pour l'instant en tout cas des clivages durs, j'espère ne pas être trop pessimiste. Est-Ouest et Nord-Sud pour faire extrêmement court. Est-Ouest, les pays d'Europe orientale ne s'intéresse pas aux questions liées au Moyen-Orient, aux questions liées à l'islamisme radical, aux questions liées aux problèmes migratoires du Sahel. Quand je rencontre ces dernières années dans des pince-fesses ici, dans les ministères ou dans les commissions parlementaires ou simplement parmi mes collègues professeurs et universitaires européens, ils disent à l'Est, alors notamment les Polonais, les Baltes et d'autres, avec d'ailleurs de moins en moins de patience et une politesse de plus en plus relative, ils nous disent à nous autres, Français, Britanniques, Belges, vous avez colonisé les Noirs et les Arabes, alors vous savez ce que vous allez faire, maintenant vous allez vous en occuper. Nous, notre problème, c'est la Russie. Je n'exagère pas, je mets ça entre guillemets, c'est fin de citation, souvent entendu de gens qui ne se connaissent pas entre eux sur plusieurs années. Et là, alors avant on pouvait argumenter plus facilement. Depuis le 24 février 2022, mais qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens-là en termes de menaces russes? Que c'est pas sérieux? Bon, alors ça, je pense que c'est un clivage qui risque de demeurer. Le deuxième, d'ailleurs j'ai dit nord-sud, j'exagère, il n'est pas réellement nord-sud, c'est l'atlantisme que vous avez évoqué tout à l'heure. Moi j'ai toujours considéré que je me considère comme atlantiste, mais je suis d'abord français et je suis d'abord européen. Donc mes intérêts ne correspondent pas nécessairement à ceux des États-Unis, alors certainement pas quand Trump est au pouvoir. Donc le problème est le suivant, soit on reste indéfectiblement et quasi exclusivement atlantiste, donc otanien, en termes politico-militaires, mais à ce moment-là, l'Europe n'avancera plus sur le plan stratégique, au sens, encore une fois, fort du terme et avec un S majuscule, soit, conformément à ce que demande la France, mais on est bien seul, de temps en temps la Grèce nous suit, bon, enfin, franchement, on est parmi les puissances importantes de l'Union européenne, on est très seul, soit on panache, il ne s'agit pas de sortir de l'OTAN, il s'agit de panacher et de consacrer en Europe, par les Européens, pour les Européens, une partie en tout cas de nos intelligences, de notre ingénierie, de nos budgets, pour assurer à terme un jour, en partie en tout cas, notre propre défense. Madame Yocourtin, j'ai une dernière question parce que là, il y a beaucoup. Voici, si je suis la logique que vous avez développée au tout début de votre intervention, vous avez dit ceci. Chaque fois qu'il y a une crise, l'Europe a grandi. Monsieur Ancel ajoute, il nous manque cette puissance politique et militaire. Faut-il attendre une crise grave à l'une des frontières européennes pour que nous grandissions enfin? C'est le risque. Je voudrais revenir sur, et c'est le risque, sur ce que disait Frédéric Ancel tout à l'heure, où en effet il y a un clivage entre les pays occidentaux et orientaux dans l'Union européenne sur la question effectivement de l'islamisme radical. Mais je pense que les pays de l'Est s'y intéressent, mais de façon radicale. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de populisme qui se met en place partout dans l'Europe, et ce n'est même pas uniquement à l'Est. Un populisme qui consiste à dire on ne veut plus personne, et on ne veut plus que des Blancs. Et on mélange tout le monde, on mélange tout. Il y a un retour à une volonté de frontières, de pays souverains. Or, c'est pour ça que j'ai pris soin de parler tout à l'heure de l'Union européenne à 27, de ce transfert de compétences, certaines compétences décidées par les États eux-mêmes. L'Europe n'est pas venue par hasard, ce sont les États qui l'ont bâtie au fil des traités, qui ont décidé de transférer des compétences. Le Covid n'est pas une compétence sanitaire et santé, pourtant, avec cette crise du Covid majeure, et avec Thierry Breton notamment, on a acheté en commun des vaccins dans l'Union européenne en évitant un conflit entre les États pour les petits
qui n'auraient pas pu, face aux gros géants pharmaceutiques, avoir suffisamment de doses. Et donc oui, les crises sont des wake-up calls, sont des alertes, sont des réveils, mais je crains effectivement qu'il faille une crise plus importante. D'ailleurs, 2024 et les élections aux États-Unis nous mettront au pied du mur, c'est-à-dire que si Donald Trump ou un bébé Trump est élu, on n'aura pas d'autre choix, de toute façon, que de dissocier l'OTAN et l'Union européenne en ce qui concerne ce que vous disiez tout à l'heure, en ce qui concerne la défense, le militaire, ce que nous, on essaie de faire et de pousser, mais il est vrai que même la France face à l'Allemagne, il y a des divisions énormes sur ce sujet, parce qu'il y a un atlantisme tel, et pourtant avec le retour de Trump, on a bien vu que les États-Unis n'étaient pas toujours nos alliés, et le risque est encore fort d'avoir des divergences de vues massives, et donc avec une grosse difficulté, notamment pour la guerre en Ukraine et les autres conflits, parce que pour l'instant, ce sont les États-Unis qui financent aux 3/4 la guerre en Ukraine. Demain, et Trump l'a dit, s'il revient au pouvoir, les États-Unis ne financeraient plus rien. Qui va financer dans un moment où il y a une certaine fatigue des peuples, une certaine fatigue de l'Ukraine, ce qu'on appelle, où les gens nous disent, mais non, mais nous, pensez à nous. Et c'est aussi pour ça que tout ce qu'on fait au niveau européen, il ne faut pas que l'Europe et l'Union européenne se réduisent juste à une région de régulation. Mais c'est une région porteuse aussi de valeurs qui doit apporter concrètement aux entreprises, les accompagner pendant ces transitions qui pour moi sont majeures, laisser personne de côté, parce que ça c'est une première arme. Elle est certes pas suffisante, mais l'arme de l'économie, et d'ailleurs on le voit, ça ne ment pas, cette Europe puissance, fin de la naïveté, on le voit à travers le fait que l'Union européenne reste la deuxième puissance commerciale dans le monde et la troisième puissance économique. Et donc ça, je crois qu'il faut qu'on soit fiers de ça, et en tout cas pour nos entreprises, c'est aussi une bonne nouvelle, ça ne suffit pas, de nombreux autres enjeux, peut-être que c'est votre question. Monsieur Ancel, vous aurez le mot de la fin, je vous en prie. Doit-on aller jusqu'à une crise majeure, c'est ça, pour que l'Europe grandisse? Ou y aura-t-il d'autres moyens pour le faire? On reconnaît les grands hommes dans l'adversité, hein. Pas d'adversité, pas de grands hommes. Hein. Donc, et les nations se constituent sur crise après crise. Elles se constituent notamment d'ailleurs face à des frontières hostiles. Donc là, merci le cadeau de M. Poutine. Là, je dois dire qu'on ne lui en demandait pas tant du reste. Donc merci, je mets ça évidemment entre guillemets, c'est une boutade. Là, les changements climatiques radicaux qui ont notamment pour effet, pardon d'insister, sur le Sahel et sur l'Afrique du Nord, et une partie de l'Afrique subsaharienne par ailleurs, de toute façon, une migration à attendre extraordinairement importante dans les prochaines années et les prochaines décennies. Merci Trump il y a quelques années. Franchement, je préférerais cesser la boutade et éviter en 2024 de retrouver ce clown dangereux. Si j'ai le mot de la fin, j'aurais souhaité vous communiquer, partager avec vous un rêve qui ne se réalisera sans doute jamais et qui aurait, me semble-t-il, été, ou qui serait le seul, permettant à une Europe, alors attention, au sens continental du terme, pas uniquement Union européenne, mais continentale du terme, de peser encore sur le plan stratégique, un noyau stratégique fort européen, c'est une alliance beaucoup plus poussée entre Paris et Londres. Pour une raison très simple, c'est que le Royaume-Uni et la France sont les deux seules puissance européenne à se représenter comme telle. Moi, mon maître en géopolitique, c'est Yves Lacoste, qui entre dans sa 95e année, qui est frais comme un gardon, et que j'ai eu hier au téléphone et dont je vous recommande la lecture trimestrielle de la revue Hérodote, fondée en 1975. Grand géographe. Et avec lui, on a appris, et j'enseigne depuis, les représentations. Y a-t-il une représentation européenne? Pour l'instant, pas sur le plan identitaire. Ça pourra venir un jour, mais je vous répète qu'on n'a pas beaucoup de temps. En revanche, la représentation de devoir incarner une puissance globale et mondiale, c'est encore le cas pour la France. D'ailleurs, c'est une représentation que je partage et qui m'est extrêmement sympathique. Moi, la faiblesse, ça ne me parle pas. Moi, c'est un truc psychanalytiquement, à mon avis, problématique. Donc, il faut être fort pour pouvoir se permettre d'éviter la guerre et d'être magnanime, et éventuellement d'être généreux. Quand on est faible, on n'a que les yeux pour pleurer. Le Royaume-Uni et la France sont les deux seules puissances à entretenir encore cette représentation d'une part, et à consacrer encore quand même des budgets suffisants, tout juste suffisants,
pour jouer encore dans la cour des grands. Je pense que s'il y avait, même si j'ai bien compris que le Royaume-Uni depuis quelques années avait quitté l'Union européenne, c'est pour ça que je vous parle de deux États qui se trouvent sur le continent européen, qui partagent des valeurs à peu près similaires, des intérêts, à mon avis, de plus en plus proches, qui sont de plus en plus ressemblants à la fois, ou complémentaires d'ailleurs sur le plan économique, ou ressemblants sur le plan démographique et sur le plan des valeurs, et qui, si ces deux puissances, si elles allaient vers davantage d'alliances, pourraient constituer un noyau assez fédérateur d'autres États qui, sui generis, ici ou là, sur certaines thématiques stratégiques, pas forcément sur toutes, pourraient les rejoindre. Et là, je pense que nous pèserions davantage que ce qu'on pèse aujourd'hui, chacun de son côté. Et vous êtes d'accord, Madame Liacourta? Oui, très intéressant. D'ailleurs, ce sont les deux seules puissances nucléaires d'Europe, pour le coup continent, et il y a des clins d'œil, des Britanniques, notamment travaillistes, en amont des élections générales britanniques qui auront lieu en 2025, pour des rapprochements. Si je puis me permettre deux petites choses, parce que je trouve que le fil rouge de cette journée, c'est vraiment le collectif, l'union dans cette période incertaine, et je voudrais encore reprendre Monet, qui disait quelque chose de vraiment intéressant, je pense, qui disait « Continuez, continuez, il n'y a pas pour les peuples d'Europe d'autre avenir que dans l'union ». Donc ça me semble important aussi, parce que c'est aussi intéressant, je crois, pour les entreprises. On a parlé d'union, de partenariat, de fédération et de ce qui se passe aujourd'hui. Et enfin, je voudrais rebondir sur le triptyque de Pierre-Jean ce matin, qui nous parlait des 3 P, People, Project, Planet. J'en rajouterai 2, et j'espère que vous allez applaudir, puisque d'une part, c'est Pierre-Jean, pour le remercier beaucoup de ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, applaudissez-le, s'il vous plaît. Et le 4e, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est le président Patrick Martin, puisque c'est un P également. Donc, Pierre-Jean, permets-moi d'avoir 5 P aujourd'hui à cette belle journée. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci. Et voici presque le moment que vous attendez. Je dis presque parce que, juste en introduction, j'aimerais que 2 personnes viennent me rejoindre. Madame Karine Bourguignon, directrice régionale du Crédit Agricole, 2000 salariés, et Monsieur Olivier Roussel, président de la FFB Région Normandie. Vous représentez 35 000 salariés. Merci beaucoup. Je vous en prie, oui, prenez un micro, madame, je vous en prie. Je vous en prie. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Bonsoir. Première question, Monsieur Roussel, on ne va pas parler de télétravail, on va peut-être parler avec vous justement de ce qui entraîne des difficultés dans le recrutement éventuellement. Ça m'intéresse. Parce que 35 000 personnes, s'il s'agit de recruter encore, vous faites comment? Alors, on n'avait pas prévu de démarrer comme ça. Mais non, mais vous voulez démarrer comment? Je voulais laisser la parole d'abord à Alors on démarre là-bas. Mais je vous en prie. Non, mais je peux répondre si vous le souhaitez tout de suite. Sans aucun problème. 2000 collaborateurs, madame. S'agissant simplement du télétravail, si je pose cette question-là, est-ce que vous avez déjà anticipé les choses? J'imagine que oui, mais est-ce que le futur est déjà écrit de ce point de vue-là, ce que l'on a indiqué comme étant une nouvelle forme de vie à l'intérieur de l'entreprise? Alors, on a des sujets de télétravail qu'on a traités avec le Covid, dont on a parlé tout à l'heure, mais plus globalement, on a vraiment des enjeux de flexibilité. C'est ça. De flexibilité de manière générale. Et quand on regarde un peu cette flexibilité, de plus en plus, c'est une flexibilité qui se résonne en individuel et puis en collectif. C'est-à-dire que quand on a eu le débat des 35 heures, par exemple, c'était un vrai débat globalement. Où, quand vous discutiez avec les organisations syndicales, c'était la flexibilité pour tous, mais globale. Là, de plus en plus, on a des sujets individuels. Et dans les échanges qu'on a eus pour préparer un peu cette introduction avec Olivier, on s'est d'ailleurs interrogé en disant finalement, on a des entreprises dans des domaines extrêmement différents, le bâtiment dans un sens, la banque dans l'autre. Voilà. C'était quoi les 3 grandes problématiques qu'on avait et qu'on aurait aimé souhaiter, pour lesquelles on aurait souhaité entendre vos invités tout à l'heure. Donc on a évoqué justement ce rapport au travail, voilà, qui est commun à nos 2 entités. Oui, alors c'est vrai qu'on aurait pu travailler en silo et parler de la banque et des entreprises du bâtiment, sauf qu'en réalité on est des industries de main-d'œuvre. On est en tout cas des sociétés de main-d'œuvre avec chacun
des attentes de nos collaborateurs, notamment sur l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, cette notion à la fois de besoin de flexibilité, d'attente vie pro, vie personnelle, ce sont des éléments qui, pour nous, sont assez saillants dans finalement quelle va être la place du collaborateur de demain dans nos entreprises. Et puis, un deuxième sujet sur lequel on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'entendre vos invités, c'est aussi finalement le vieillissement de nos collaborateurs. Parce qu'avec l'allongement du départ en retraite, on va avoir des collaborateurs de plus en plus qui vont avoir plus de 60 ans, 65 ans. Alors, comme on a des besoins de main-d'œuvre, ce n'est pas un problème, hein, l'employabilité des seniors aujourd'hui. Mais pour autant, vous avez beaucoup parlé d'innovation tout à l'heure. Voilà, comment on garde up-to-date des collaborateurs qui ont de plus en plus, qui avancent dans l'âge, mais pour lesquels il va falloir parler d'intelligence artificielle, de remise en cause, de transformation, etc. C'est des vrais sujets. Pour les domaines qui sont les miens, mais aussi pour les domaines qui sont les tiens. Nous, on a des enjeux, évidemment. On a des enjeux sur continuer de rendre attractifs nos métiers et nos entreprises. C'est fidéliser nos équipes et c'est également accompagner, justement, les équipes vieillissantes. Voilà. Alors, on a aussi des enjeux économiques, évidemment, qualité de service et puis de productivité. On le voit, peut-être un dernier sujet sur lequel on a débattu, c'est quelque part aussi des attentes de plus en plus de collaborateurs d'avoir une vie de salarié et une vie autre que salarié. Et je crois que dans ton domaine ou dans le domaine du bâtiment, Olivier, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Oui, alors nous on a aussi le souci des 35 heures. On essaye, certaines entreprises ont essayé ou continuent d'essayer la semaine de 4 jours, on en parlait ce matin, ou la journée de 4 jours et demi, la semaine de 4 jours et demi, voilà, pour que nos équipes puissent se reposer aussi. Parce que vous savez bien que les métiers de main-d'œuvre du bâtiment, alors on peut parler d'auto-entrepreneuriat, mais aussi plus ou moins déclaré. Alors, certaines de nos entreprises testent la semaine de 4 jours et demi pour laisser le temps aux salariés de se reposer un petit peu avant de redémarrer le travail le lundi matin. Et cette notion d'entrepreneuriat, pour nous, elle est d'autant plus importante que, puisque tout à l'heure, dans nos invités, nous avons à la fois des représentants des employeurs, mais aussi des salariés, c'est quoi finalement le salariat de demain? Est-ce qu'on n'a pas des collaborateurs qui veulent un équilibre professionnel et particulier? Est-ce qu'on n'a pas des collaborateurs qui veulent les avantages ou la sécurité du salariat, mais aussi les avantages de la capacité d'entreprendre et la liberté qui va avec? Écoutez, je vous remercie à l'un et à l'autre. Vous m'avez indiqué les questions que je dois poser. Je vous remercie beaucoup. Je reprends vos micros. Merci. À bientôt.